Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine pour des raisons des travaux de réhabilitation. L'hôtel de ville avait annoncé la fermeture temporaire des avenues Kassavoub, Rwakading et du commerce dès ce mardi 9 avril 2024. 3 soldats tanzaniens sont décédés lors des combats ces derniers jours dans l'est de la RDC. Ils faisaient partie des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, déployées dans le Nord Kivu depuis des décennies. Et enfin, rebondissement en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma sera finalement candidat aux élections législatives prévues fin mai en dépit d'une condamnation à la prison en 2021. Adja Labib, ministre belge des Affaires étrangères, poursuit son séjour du travail à Kinshasa, la capitale de la RDC. Après sa rencontre avec son homologue Christophe Lutundula, elle s'est rendue au Parlement congolais où elle a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Ensemble, ils ont échangé autour des réformes à envisager pour améliorer davantage les processus démocratiques en RDC et aussi sur la levée du moratoire de la peine de mort. Une décision bien réfléchie selon le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, la question de moratoire. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés devant les circonstances. À son tour, Labib, ministre belge des Affaires étrangères, a fait un bref aperçu de cette rencontre. Nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Notons que la visite de la chef de la diplomatie belge à Kinshasa intervient au moment où le pays fait face à l'agression rwandaise via les rebelles du M23. Cette visite coïncide également avec des tractations politiques pour la mise en place prochaine du nouveau gouvernement, mais aussi des nouveaux animateurs à la tête de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des tractations au sein de l'Union sacrée de la Nation pour la formation du nouveau gouvernement que la première ministre Judith Suminwa a échangé ce jeudi 11 avril dans son cabinet de travail basé au Fleuve Congo Hotel avec les 5 membres du présidium de cette grande famille politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, notamment Bahati Lukwebo, Augustin Kabouya, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Christophe Mbosso. À cette occasion, l'autorité morale de l'UNC, Vital Kamerhe, a salué le choix du président de la République, non seulement parce qu'elle est une femme, mais également parce qu'elle est intelligente. D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations à Madame la Première ministre, Suminwa Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN. Parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content
parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Pour sa part, Christophe Mbosso est sorti très impressionné par la pertinence de la vision du développement du pays maîtrisée par la chef du gouvernement. Je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec Madame la Première ministre. J'ai parlé avec une Première ministre comme si, il y a longtemps, qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette Première ministre va nous surprendre agréablement. À l'allure du travail, sous la houlette de la Première ministre, le prochain gouvernement sera connu dans un délai relativement court. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et sémé la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Yaka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant le chef de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Pour le VPM Peter Kazadi, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre ces frères qui ont toujours vécu en paix. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein se vouer. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kasaï invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. À l'issue de ces échanges francs, sincères et pleins de vérité, les deux communautés en conflit ont présenté chacune son cahier de charges reprenant les points de convergence et de divergences liées au conflit qui les opposent. S'adressant au chef Teke et Yaka, le président de la République s'est dit heureux de cette décision. Il a promis de décorer des médailles de mérite tous les leaders locaux qui se sont impliqués dans la résolution de cette crise. Nayoki bino nde nazakoloba na bino na sepeli ngai nalingi kimia pe nakutani na bandeko oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe oyo ezalaki pe bandeko badeside batia bokabwani na bango pembeni basangana nakoki kolinga te que moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotelaki biso wana. Donc bozala na kimia na kosenga na bino banso oyo akozwa menace ayebi pe esika menace euti abange loko te ayebisa ba représentant na ngai bazali wana apesa kombo bako interpeller moto wana sur le champ. Soki pe boloko akokota boloko. Sur papier, le conflit entre Teke et Yaka est résolu. Il reste à constater l'effectivité de la coexistence pacifique entre ces peuples frères des provinces du Kwilu, Kwango, Maïndombe, Kinshasa. L'objectif principal, si vous voulez, de cette visite, et surtout de la visite de Monsieur, Son Excellence, M. Soup, le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est bien sûr, enfin, c'est
l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa. Comme je dis toujours, vraiment, nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps, donc le temps est venu afin de rattraper ce temps perdu, quoi, si je peux dire. Donc, l'objectif, c'est certainement enfin d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales. Et puis voilà, cette page de nos relations qu'on comprend pas tout simplement, enfin voilà, le dialogue politique, économique, commercial, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà belle lurette, qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle enfin de la coopération militaire et technique, certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, enfin, depuis des années, enfin, 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc, on se connaît très bien. Bon, ben, voilà, on a fait une sorte de contour, donc, on a vu, enfin, on a passé, voilà, tous les horizons de notre coopération future. Il y a certainement des choses intéressantes à discuter. Donc, ce que je peux vous dire, il y a de domaines prometteurs à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. On compte déjà 10 jours depuis la désignation de Judith Tuluka comme première ministre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La population congolaise et quelques acteurs politiques comptaient les jours au doigt pour la formation du gouvernement, laquelle, à leur grande surprise, jusque-là, rien n'est encore fait. Jean-Claude Katende, président de l'Azado, indique sur son compte X, je cite, « La mise en place du gouvernement ne traîne pas à cause de la Constitution, mais à cause de l'indiscipline et de la cupidité des membres de l'Union sacrée de la nation », a-t-il écrit ce vendredi. Pour le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado en sigle, accuser la Constitution de la République démocratique du Congo n'est qu'une échappatoire, parce qu'avant la même constitution, quand le président Kabila avait la majorité parlementaire, les choses se passaient normalement. Pour rappel, Judith Tuluka a été nommée première ministre le 1er avril 2024 en remplacement de Jean-Michel Sama-Lukonde, élu député national. La République démocratique du Congo connaît une augmentation d'une dette de plus de 7 milliards de dollars américains. Et tout cela dans le premier mandat de Félix Tshisekedi. Selon la Direction générale de la dette publique, DGDP, la dette a galopé dans les 5 dernières années. Elle est passée de 3 à 10 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Pourtant, cette dette publique était réduite en 2010 de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à 3 milliards jusqu'en 2019. D'après les prévisions de la DGDP, d'ici les 5 prochaines années, la dette publique de la RDC risque de dépasser les 15 milliards de dollars américains. Le bulletin statistique de la dette publique paru en mars 2023 renseigne que les stocks de la dette arrêtés au 31 décembre 2022 étaient évalués à plus de 9 milliards de dollars, soit respectivement 41% des dettes intérieures et 59% des dettes extérieures. Cette importante hausse de la dette est due aux dépenses de l'administration publique centrale supérieures aux recettes publiques observées depuis 2019. Estimé à peu près de 6 milliards de dollars, cet argent a couvert, entre autres, des dépenses publiques liées au financement de la gratuité de l'enseignement primaire. La dette publique antérieure, quant à elle, s'élève à plus de 4 milliards de dollars. Une partie a servi aux dépenses publiques entraînées par les bons des trésors émis par les trésors publics à la Banque centrale. Le reste n'est constitué uniquement que d'arriérés budgétaires de plus d'un an de l'administration centrale. Mais la question que tout le monde se pose, où va le pays de Félix Tshisekedi? Question mark.
À la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur les monkeypox en Afrique, le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a appelé les experts en santé nationaux et internationaux qui ont pris part à ces assises qui dureront 2 jours à travailler avec abnégation pour déboucher sur des conclusions qui favoriseront une bonne collaboration frontalière. La RDC représente ce pourquoi vous êtes tous ici aujourd'hui. Un pays carrefour où, avec 9 voisins, chaque chose qui impacte la RDC impacte les autres voisins. Les décisions que nous allons prendre doivent pouvoir aussi être portées par la diplomatie et par l'expertise au niveau des autres pays. Nous savons que le premier cas de monkeypox humain a été découvert chez nous. Nous savons que nous allons résoudre le monkeypox à partir de chez nous. Nous allons mobiliser l'école de santé publique, nous allons mobiliser nos experts locaux, et je rends ici hommage au professeur Mouyembe, qui est celui qui a travaillé sur ce virus depuis le début. Signalant que cette réunion régionale connaîtra la participation le samedi prochain, le jour de sa clôture, plusieurs ministres de santé de plus ou moins 11 pays d'Afrique, dont 7 sont déjà infectés par le monkeypox. Après 30 jours de jeûne et prière du mois sacré de Ramadan, les musulmans du monde entier célèbrent à ces jours du 10 avril la fête de l'Aïd Moubarak qui marque la fin du jeûne. Ce matin, les femmes, les hommes, le jeune et le vieux musulman ont été très visibles et habillés tous en soutane dans les rues et avenues de la ville de Kinshasa, se rendant au lieu d'adoration chacun dans leurs mosquées respectives pour une prière d'action des grâces. C'est le cas de musulmans de la mosquée Cheikh Hamdan, située dans la commune de Lingwala au quartier Bovin. Trouvé sur place, l'imam Alfan Moulonga explique l'importance du Ramadan. Lelo ezali mukolo oyo bazali kofungola po balia bakieli pendant 30 jours. Lelo eza mukolo oyo baza kosala partage ya bato nyonso, baza kosepela kolia na ba musulman na ba non musulman, et lelo ezalaki mukolo ya idi tosambeli na sima sambela tosengi tosali mabondeli pona mboka pona ba musulman ya mokili mobimba. Quelques musulmans interrogés sur place se sont exprimés en ces termes. Sanza ya Ramadan eyaki kotangisa biso to banga nzambe. Ezate ke makambo to wanda kosala na Ramadan oya ko banga nzambe na Ramadan wana le Ramadan esili to tika yango te. Sanza oya kotangisa biso na makambo oyo ya malamu to banda kosala wana kozala na comportement wana na basanza mususu. Sentiment eza makasi quand même de voir que tobandi moi mobimba Ramadan ti tokomi na suka eza bao bakufi pendant le mois de Ramadan eza na bao bazwi malade bao babelaki makasi bao basali ba accident mais quand même biso toza parmi bao nzambe asali biso grâce na faveur ya kokoma ti lelo mokolo ya suka ndenge tokutani bato ebele ndenge bomonaki awa tosepeli. Notons qu'à cette clôture du mois des Ramadan, l'orateur du jour a invité les croyants musulmans au partage et à la solidarité avec ceux qui sont dans les besoins et la précarité, juste une manière d'exprimer l'amour, la fraternité. La pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa de samedi à dimanche n'a pas épargné plusieurs familles. Vers 1h30 du matin, une famille de 8 personnes a succombé, dont 5 garçons et 3 filles. Le père qui est sorti pour chercher de l'aide auprès des habitants du quartier après que le mur le séparant de ses voisins venait de s'écrouler sur sa maison pendant qu'eux étaient en train de dormir. Le secours n'a abouti à rien, à en croire le chef du quartier des anciens combattants. Il a par la même occasion lancé un appel auprès des autorités urbaines ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour l'inhumation des membres de cette famille éprouvée. Pour rappel, en novembre 2023,
6 morts et des dégâts matériels ont été enregistrés dans les communes de Selembao, Lemba et Mangafula après les fortes pluies qui étaient abattues sur la ville de Kinshasa, parmi lesquelles 2 fillettes d'une même famille qui étaient aussi décédées à la suite à l'écroulement d'un mur. Les autorités urbaines doivent se pencher sur cette affaire pour que dans les jours à venir, ces genres de situations soient évités. Dans un communiqué, la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, confirme que 3 soldats tanzaniens ont été tués et 3 autres blessés lorsqu'un obus des mortiers est tombé près du camp où il s'est trouvé. Cette force est-africaine de la SADC est composée des soldats d'Afrique du Sud, des Tanzanie et du Malawi pour aider les forces gouvernementales ainsi que les milices pro-gouvernementales à lutter contre les rebelles du M23 qui, avec l'appui du Rwanda, se sont emparés des larges pans de la province. Selon l'armée congolaise, les obus ont été tirés jeudi 4 avril 2024 par le rebelle du M23 depuis des collines aux alentours. Les camps de la SADC se trouvent à l'entrée de la ville de Saké sur la route menant à Goma, chef-lieu de la province. Depuis plusieurs mois, cette route est devenue la ligne de front entre l'armée congolaise et ses alliés à l'est et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au nord et à l'ouest. Dans son communiqué, la SADC annonce également qu'un soldat sud-africain est mort alors qu'il était soigné dans un hôpital de Goma pour des problèmes de santé. Par ailleurs, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a décrit dans un message interne une situation sécuritaire de plus en plus volatile. Selon elle, le M23 a atteint la périphérie nord des Saké. Elle ajoute que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national de Virunga, menaçant de couper la route Goma-Saké. La cause principale de cette flambée, selon Chance Kachouva, est la multiplication des attaques des rebelles des ADF qui a privé l'accès aux champs à la population, une situation qui impacte la production locale et amène à ce problème. La farine, qui est l'un des principaux produits alimentaires, est passée de 6 000 à 11 000, voire 12 000 francs congolais, et cela affecte aussi les personnes déplacées qui vivent déjà dans des conditions précaires. Pas que ça. Un régime de bananes qui se vendait à 5 000 francs congolais il y a un mois se négocie désormais entre 15 000 et 20 000 francs congolais. De même, pour 10 kilos de cossettes des maniocs se vendent maintenant à 11 000 francs contre 6 000 francs congolais il y a quelques semaines. Les parents se retrouvent dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille, ayant déjà fui le village voisin des Mundoubiena à cause de la guerre. Elle ne peut plus se rendre dans son champ en raison de la présence de l'ennemi et craignent de mourir de faim. Sachez que ça va faire 2 mois déjà depuis que les attaques des ADF se sont multipliées à Mangina et dans ses environs, alors même que cette zone est considérée comme le grenier du territoire de Béni. Une grande cérémonie de remise de brevets a eu lieu au Centre des formations et encadrement de jeunes Félix Tshisekedi à Kanyama-Kansese. Les brevets ont été remis par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwika, avant leur affectation dans différentes provinces de la RDC. Pour ces bataillons, c'était un jour de joie qui se réalise dans leur vie. Ils sont dans ces centres de formation et encadrement depuis 2 ans et aujourd'hui ils ont fini. Ils sont devenus des agents à part entière à l'idéal du service national et chacun a son lieu d'affectation pour bâtir un Congo nouveau à la vision du président de la République. C'est aussi la joie du commandant du service national qui se prépare à recevoir de nouvelles vagues de jeunes pour la formation. Surprise, parmi eux, nous avons des décédés des intellectuels qui ont été retenus comme enseignants dans les écoles du service national. Et vous avez vu, parmi eux, c'est là qu'on avait sélectionné un certain nombre qui étaient partis en formation en Afrique du Sud
pour la formation des machines. Petit à petit, nous sommes en train de faire preuve que la volonté du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, ne s'arrête pas en 6 mois de chemin, mais il produit le fruit. Le fruit, c'est ces jeunes ici, ces bâtisseurs ici qui viennent de parachever leur formation et qui vont désormais se mettre au service de la nation pour le reste de leur vie. Notons que le service national a été créé en 1997 par Mouzé Laurent Désiré Kabila et accueille le jeune diplômé et chômeur volontaire pour les initier à divers métiers au patriotisme. En septembre 2022, le service national a ravitaillé Kinshasa avec 3 barges transportant chacune 500 tonnes de maïs. C'est le soulagement pour les partisans de l'ancien président Jacob Zuma qui était venu lui porter soutien devant le tribunal de Johannesburg. Pour nous, il faut que Zuma se présente. Il est comme notre père. C'est écrit dans la constitution sud-africaine, toute personne condamnée à une peine de prison supérieure à 12 mois ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Jacob Zuma, poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice en 2021. Mais grâce à une remise de peine écourtée à 3 mois pour raison médicale, il pourra finalement représenter son parti aux élections du 29 mai prochain. Si beaucoup de gens ont dit qu'ils voulaient que je me présente, qui peut s'y opposer parce que nous gouvernons selon la règle de la majorité et que c'est dans la Constitution? Comment peuvent-ils ne pas être d'accord avec cela? Les élections s'annoncent compliquées pour l'ANC qui pourrait bien perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans. Pour cause, de multiples scandales de corruption et blanchiment d'argent et son incapacité à relever une économie en berne, plombée par un chômage endémique et une pauvreté croissante. Selon les derniers sondages, le parti historique créé par Nelson Mandela remporterait un peu plus de 40% des voix, contre quelques 27% pour le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Pour sa part, le MK, Umkhonto we Sizwe, pourrait remporter 15 à 20% des voix en mai prochain. Si vous regardez l'ANC dirigée par Ramaphosa et ce que le pays est devenu ici en Afrique du Sud, il y a un sérieux besoin de changement. Les Sud-Africains l'ont compris, il n'y a pas de place pour les petits partis politiques. Si vous voulez retirer l'ANC du gouvernement, le seul moyen d'y parvenir est de passer par le parti MK. Depuis l'adhésion de Zuma au parti MK, l'ANC cherche à se distinguer de ce dernier et a déposé une requête en urgence contre l'utilisation illégale des marques, symboles et de l'héritage de l'ANC. L'hôtel de ville de Kinshasa annonce la fermeture temporaire des avenues Kassavubu, tronçons compris entre les avenues Tabouley et Usoke. Commerce et tronçons compris entre les avenues Kassavubu et Marché et Rwakadingi. Tronçons compris entre les avenues Kassavubu et Bakongo. Dans un communiqué daté du lundi 8 avril 2024, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka annonce que cette fermeture momentanée ira du 9 au 22 avril pour raison des travaux de réhabilitation et d'assainissement. La fermeture temporaire de ces artères pourrait entraîner, poursuit la même source, de perturbations dans la circulation routière, mais les autorités locales assurent que 2 mesures seront prises pour minimiser les désagréments pour les habitants et les entreprises situées dans la zone concernée. Des déviations seront mises en place pour guider les automobilistes vers d'autres itinéraires. Les habitants de Kinshasa sont invités à se montrer patients et compréhensifs pendant cette période des travaux qui visent à améliorer la qualité de vie dans la capitale congolaise. Signalons que plusieurs avenues de la ville de Kinshasa sont actuellement en état de délabrement très avancé suite aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans la capitale congolaise. Ces nouveaux classiques européens sans alerte ni incident avec une présence policière renforcée aux abords de l'enceinte madrilène atténuent toutes ces promesses avec 6 buts et 3 renversements de situations spectaculaires.
Les 2 derniers vainqueurs de la compétition qui se retrouvaient pour la 4e fois sur les 5 dernières saisons se sont livrés une bataille de tous les instants pour finir par se séparer sur un score nul, préservant le suspense pour le match retour. Héros de la gifle en demi-finale retour l'an passé, l'ancien monégasque Bernardo Silva a saisi sa chance et parfaitement enroulé son coup franc avec un rebond pour tromper l'Union et refroidir les supporters madrilènes à la 2e minute. Les hommes de Pep Guardiola auraient alors pu faire le break quelques minutes plus tard, le portier ukrainien se rattrapant de sa faute de main en s'imposant devant Haaland avant que Carvajal ne se jette pour dévier celle de Grujic à la 7e minute. Mais le merengue, expert de retournement des situations, se sont totalement relancés en 2 minutes avec un peu de réussite. D'abord sur une frappe lointaine d'Eduardo Camavinga déviée par Ruben Diaz à la 12e minute, puis un rush de Rodrigo parti de sa moitié de terrain dans le dos d'Akanji pour donner l'avantage du Real à la 14e minute. La partie a ensuite basculé dans l'irrationnel au retour des vestiaires alors que les Madrilènes poussaient pour renforcer le clou. En l'espace de 5 minutes, Manchester City a repris les dessus grâce à un bijou de son prodige Phil Foden en pleine lucarne à l'entrée de la surface à la 66e minute et à un autre plus inattendu du défenseur croate qui a parfaitement enroulé du droit son mauvais pied à l'opposé à la 71e minute. Mais les Real n'abdiquent jamais et City en a déjà fait le frais en 2022 où le merengue avait arraché leur place en finale en prolongation après 2 buts en 2 minutes de Rodrigo. Cette fois, c'est l'Uruguayen Federico Valverde qui a ramené le Madrilène à hauteur d'une puissante volée du droit sur un centre de Vinicius à la 79e minute pour empêcher les Citizens d'aborder le match retour avec un avantage d'1 but. Tout se jouera donc mercredi prochain à l'Etihad où les géants espagnols avaient sombré la saison passée en demi-finale sur la route du premier sacre européen des Sky Blues. Bellingham. And John Stones does just enough against his Modric. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Pour des raisons des travaux de réhabilitation, l'hôtel de ville de Kinshasa avait annoncé la fermeture temporaire des avenues Kasavubu, Rwakading et du commerce de ce mardi 9 avril 2024. 3 soldats tanzaniens sont décédés lors des combats ces derniers jours dans l'est de la RDC. Ils faisaient partie des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, déployées dans les Nord Kivu depuis des décennies. Et enfin, rebondissement en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma sera finalement candidat aux élections législatives prévues fin mai en dépit d'une condamnation à la prison en 2021. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Entre-temps, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.